ne me fais pas honte, a sifflé ma sœur au téléphone, sa voix tranchante, avec cette pointe de condescendance familière que j'avais entendue toute ma vie. Thomas travaille pour Lumina IA. Ils valent des milliards. Ses collègues seront au dîner ce soir, et j'ai besoin que tu te fondes dans le décor. Peux-tu faire ça pour une fois? Assise dans mon appartement, je regardais l'horizon de Paris, mon café refroidissant dans ma main. Bien sûr, Chloé, je peux me fondre dans le décor. Bien. Et s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne parle pas de ton histoire de start-up. Personne n'a envie d'entendre parler d'un autre projet technologique raté. Les collègues de Thomas sont de vrais professionnels. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Chloé était ma grande sœur depuis 32 ans, et pendant tout ce temps, elle ne m'avait jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement dans la vie. Elle avait décidé de mon histoire quand j'avais 23 ans et que je travaillais dans un garage. Et cette histoire ne s'était jamais mise à jour dans son esprit, peu importe combien de fois j'avais essayé de lui dire le contraire. Pourquoi? Tu m'écoutes? Je t'écoute. 19h chez l'Étoile. J'y serai. Aimer quelque chose de bien. Pas ces jeans que tu portes tout le temps. Thomas est vice-président du développement de produits. Son patron pourrait même venir. Ces gens sont importants. L'appel a pris fin. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, puis sur mon ordinateur portable, où 3 offres d'acquisition attendaient dans ma boîte de réception, chacune dépassant les 750 millions d'euros. J'avais passé la semaine à recevoir des appels de BNP Paribas au sujet de notre calendrier d'introduction en bourse. Demain, j'avais une réunion avec nos principaux investisseurs pour discuter de notre expansion sur le marché européen, une décision qui porterait notre valorisation au-delà des 2 milliards d'euros. Mais pour Chloé, j'étais toujours la déception de la famille, qui jouait avec des ordinateurs dans un garage. Je suis arrivé chez l'Étoile à 18h55, délibérément en avance. Le restaurant était le genre d'endroit où l'argent de la tech rencontrait la vieille fortune, où les accords se concluaient autour de bœuf de Kobe et de vin dont la bouteille coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'avais mangé ici une vingtaine de fois, généralement avec des investisseurs ou des membres du conseil d'administration. Ce soir, j'étais là en tant que petite sœur de Chloé, son cas social. Elle m'a repéré immédiatement, son visage faisant cette chose qu'il faisait toujours, un balayage rapide de ma tenue, un froncement de sourcils microscopique, un soupir résigné. J'avais mis un pantalon noir et un chemisier en soie, mais de toute évidence, ce n'était pas suffisant. « Tu es là », dit-elle en m'embrassant dans le vide à côté de ma joue. Thomas a quelques minutes de retard. Grosse réunion, tu comprends? Bien sûr. Nous nous sommes assises à une table pour 6. Les mains de Chloé étaient nerveuses, ajustant sa serviette, vérifiant son téléphone, remettant du rouge à lèvres. Je reconnaissais l'anxiété. Elle s'était toujours souciée désespérément de ce que les gens pensaient, de sa position dans la hiérarchie sociale qu'elle avait construite dans son esprit. Alors, dit-elle sans vraiment croiser mon regard. Comment va la recherche d'emploi? Je ne cherche pas d'emploi. Ah oui. C'est vrai. Ta start-up. Comment ça se passe? Toujours juste toi et quelques gars dans un garage? J'ai pris une gorgée d'eau. Quelque chose comme ça. Tu sais, il n'est pas trop tard pour trouver un vrai travail. Thomas dit que Lumina recrute toujours. Peut-être quelque chose dans le marketing ou les opérations. Niveau débutant, mais c'est un pied dans la porte. C'est gentil de ta part de penser à moi. Elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Je suis sérieuse, Sophie. Tu as 30 ans. Tu ne peux pas continuer à jouer à l'entrepreneur pour toujours. Maman et papa sont morts d'inquiétude. Avant que je puisse répondre, Thomas est arrivé avec 3 collègues. Il était exactement comme je l'avais imaginé, confiant, à la limite de l'arrogance, un costume cher, une poignée de main qui durait 2 secondes de trop. Ses collègues étaient similaires, prospères, sur 2, impatients de parler du dernier lancement de produits de Lumina. Tout le monde, dit Chloé, la voix éclatante de fierté. Voici ma sœur, Sophie. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit en serrant des mains. Sophie est entre 2 projets en ce moment, a continué Chloé, et je l'ai regardée tisser le récit dont elle avait besoin. Elle réfléchit à sa prochaine étape. Mais je n'arrête pas de lui dire, Lumina recrute toujours. Les collègues ont souri poliment. Thomas s'est lancé dans une histoire sur leur dernier modèle d'intelligence artificielle,
comment ils avaient obtenu un contrat avec 3 grandes entreprises mondiales, comment l'entreprise était en passe d'atteindre le milliard de revenus l'année prochaine. Nous révolutionnons l'intelligence artificielle d'entreprise, dit-il, et je pouvais entendre les éléments de langage qu'il avait mémorisés. Notre présidente directrice générale est brillante. Elle nous introduit en bourse l'année prochaine. C'est le début de quelque chose de gigantesque. Cela semble passionnant, ai-je dit. Pendant tout le dîner, j'ai écouté. Thomas a parlé d'objectifs trimestriels et de feuilles de route de produits. Ses collègues ont discuté du paysage concurrentiel, de la façon dont il battait les plus petites startups, de la consolidation du marché, de la survie réservée aux grands acteurs. Ces minuscules entreprises, dit l'un d'eux en riant, elles pensent pouvoir rivaliser. C'est mignon, vraiment. Elles ne comprennent pas les ventes aux entreprises. Elles n'ont pas l'infrastructure. Chloé m'a jeté un regard nerveux, et je savais ce qu'elle pensait, que j'étais l'une de ces mignonnes petites startups vouées à l'échec. J'ai souri et posé des questions intelligentes, jouant le rôle qu'elle avait besoin que je joue. Le téléphone de Thomas a vibré pendant le dessert. Il y a jeté un œil, et son visage est devenu plus sérieux. C'est la présidente directrice générale. La réunion du conseil d'administration est déplacée à lundi matin, 9 heures précises. Tous les cadres dirigeants sont requis. Un lundi, a gémi un de ses collègues. Elle ne plaisante pas. Si elle convoque une réunion, c'est que c'est important. Thomas s'est tourné vers Chloé, lui serrant la main. Chérie, je vais peut-être devoir me préparer toute la journée de dimanche. Bien sûr, a dit Chloé. Tout ce dont tu as besoin. Alors que le dîner se terminait, Chloé m'a accompagné jusqu'au service de voiturier. Merci d'être venu, dit-elle. Et de ne pas avoir, tu sais. Ne pas avoir quoi? Ne pas avoir rendu les choses bizarres. Les collègues de Thomas sont importants. Sa carrière est vraiment en train de décoller. Elle a fait une pause. Je sais que tu ne comprends pas ce monde, mais les apparences comptent. Les gens que tu fréquentes, l'impression que tu donnes, tout ça compte. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle avait 2 ans de plus que moi, mais parfois, l'écart semblait être de plusieurs décennies. Je suis contente pour toi, Chloé. Thomas a l'air gentil. Il l'est. Il ira loin. Vice-président maintenant, mais son patron l'adore. Il pourrait faire partie de la haute direction d'ici 2 ans. Elle a baissé la voix. C'est le genre de stabilité que tu devrais vouloir, Sophie. Pas cette histoire de ticket de loterie de start-up. Le voiturier a amené ma voiture, une Tesla Model S, vieille de 3 ans, payée comptant. Chloé n'a fait aucun commentaire. Elle ne le faisait jamais. Je crois qu'elle s'était convaincue qu'elle était en leasing ou que j'avais obtenu une sorte de bonne affaire. On se voit chez maman et papa la semaine prochaine, a-t-elle demandé. J'y serai. Je suis rentré chez moi en traversant des rues que je connaissais bien. Passant devant les immeubles de bureaux où j'avais eu des centaines de réunions, devant les cafés où j'avais esquissé des idées de produits sur des serviettes en papier. Passant devant le garage où tout cela avait commencé il y a 7 ans. 7 ans. C'était le temps qui s'était écoulé depuis que j'avais quitté mon poste chez Google pour lancer Lumina IA. Oui, Lumina. La même entreprise pour laquelle Thomas travaillait. La même entreprise que Chloé jugeait trop prestigieuse pour que sa déception de sœur puisse même la comprendre. Je l'avais fondée avec 2 camarades de classe de l'école polytechnique quand j'avais 23 ans. Nous nous étions autofinancés pendant 8 mois, en vivant de nouilles instantanées et de détermination, avant d'obtenir notre premier investissement providentiel, puis une levée de fonds d'amorçage, puis les séries A, B et C. Nous étions passés de 3 personnes à 800. D'un seul produit à une suite logicielle complète pour entreprise. De l'espoir de pouvoir payer le loyer au refus d'offres d'acquisition de Microsoft et Salesforce. Et pendant tout ce temps, je n'avais jamais rien dit à ma famille. Pas parce que je le cachais, mais parce qu'ils n'avaient jamais demandé. Parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer, ils parlaient par-dessus moi, changeaient de sujet ou m'offraient des conseils de carrière pour des emplois dont je n'avais pas besoin. Mon père pensait que je faisais quelque chose avec les ordinateurs. Ma mère disait à ses amis que je cherchais encore ma voie. Chloé avait décidé que j'étais un échec, et aucune preuve ne pouvait la faire changer d'avis. Alors, j'avais arrêté d'essayer. J'avais appris à me fondre dans le décor, à hocher la tête, à les laisser croire ce qui les mettait à l'aise. Mais lundi matin allait être intéressant.
J'ai passé le dimanche à préparer la réunion du conseil d'administration. Nous avions des décisions sérieuses à prendre, accepter le calendrier d'introduction en bourse de BNP Paribas, structurer notre expansion européenne, acquérir 2 concurrents plus petits ou les laisser mourir à petit feu. J'ai examiné la présentation que notre directrice financière avait préparée, pris des notes sur les finances et confirmé la présence de tous les membres du conseil. Ce n'était pas une réunion ordinaire. Nous discutions de l'avenir d'une entreprise qui employait désormais 847 personnes et détenait des contrats avec 60% des plus grandes entreprises mondiales. Mon assistante de direction avait confirmé la présence de tout le monde, y compris les 6 nouveaux membres de notre équipe de direction embauchés au cours du dernier trimestre. Thomas Dubois, vice-président du développement de produits, était avec nous depuis 3 mois. Son embauche avait été la décision de mon directeur des opérations. Thomas venait d'IBM avec de solides références et une expérience jalonnée de lancement de produits réussis. Je l'avais rencontré brièvement lors de son dernier entretien, mais il était nerveux, concentré sur le directeur des opérations et le directeur de la technologie. J'avais posé 3 questions, hoché la tête à ses réponses et laissé mon équipe prendre la décision finale. Nous l'avons embauché une semaine plus tard. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Pourquoi l'aurait-il su? Je n'étais qu'une autre personne dans la salle d'entretien, un autre visage dans le bâtiment. Il n'avait jamais demandé mon nom. Il ne m'avait certainement jamais associé à Chloé. Et Chloé n'avait jamais fait le lien entre le nouveau travail de Thomas et l'histoire de start-up de sa sœur. Lundi matin est arrivé avec la grisaille typique de Paris. J'ai mis ma tenue habituelle pour les réunions du conseil, un tailleur noir, un chemisier en soie blanche, des bijoux minimalistes. Mon chauffeur est venu me chercher à 7h30, ce qui m'a laissé le temps de réviser mes notes pendant le trajet de 30 minutes jusqu'à notre siège social à la Défense. Le bâtiment était une structure élégante de verre et d'acier, de 14 étages, avec notre logo blasonné au sommet, Luminaya, en lettres de près de 2 mètres de haut. Nous avions déménagé ici il y a 2 ans, quittant nos anciens locaux lorsque nos effectifs avaient atteint 400 personnes. J'ai pris mon ascenseur privé jusqu'au 14e étage, où se trouvaient les bureaux de la direction et la salle de conseil principale. Mon assistante, Julie, était déjà à son bureau. Bonjour, Sophie. Le café est prêt. Le conseil arrive à 8h45. Présence complète confirmée, y compris les nouveaux cadres dirigeants. Les 6 sont confirmés? Tous les 6. Thomas Dubois a demandé s'il devait préparer quelque chose. Je lui ai dit de simplement revoir les diapositives de la feuille de route du produit. Parfait. Merci, Julie. Je me suis installé dans mon bureau, qui occupait le coin nord-ouest avec vue sur la tour Eiffel. Les murs arboraient mes diplômes d'ingénieur de l'école polytechnique, MBA de HEC Paris, plusieurs récompenses d'organisations industrielles, une couverture encadrée de challenges d'il y a 2 ans, les 30 de moins de 30 ans qui révolutionnent l'IA, et des photographies de l'histoire de notre entreprise. Le garage d'origine, notre premier bureau, la célébration de la série B, l'inauguration de ce bâtiment. À 8h50, je me suis dirigé vers la salle du conseil. Les membres de notre conseil s'installaient, 2 partenaires de capital risque qui avaient mené notre série B, notre directrice financière, notre directeur de la technologie, notre directrice juridique et 3 membres indépendants du conseil expert en logiciels d'entreprise. Les nouveaux cadres dirigeants étaient assis ensemble à une extrémité de la longue table, l'air nerveux. C'était leur première réunion du conseil, leur première véritable exposition à la manière dont les décisions se prenaient à ce niveau. Thomas était parmi eux, parlant tranquillement avec notre vice-président des ventes. Il portait un costume bleu marine impeccable et avait l'air confiant, bien que je puisse voir une légère tension dans ses épaules. J'ai pris ma place en bout de table. Julie a légèrement baissé les lumières et affiché la présentation sur le grand écran. Bonjour à tous, ai-je dit. Commençons. J'ai observé le visage de Thomas pendant que je parlais, j'ai observé le moment exact où il a réalisé qui j'étais. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est légèrement ouverte, son visage a blêmi. Notre directeur des opérations, Marc, s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Je n'ai pas pu entendre, mais je pouvais imaginer, c'est notre présidente directrice générale, Sophie Dubois. Les mains de Thomas se sont crispées sur les accoudoirs de sa chaise. Il avait l'air d'être sur le point d'être malade. J'ai poursuivi avec l'ordre du jour de la réunion, professionnel et concentré. Nous sommes ici pour discuter de 3 points majeurs, le calendrier de l'introduction en bourse, l'expansion européenne et les acquisitions potentielles. Commençons par les finances.
Notre directrice financière, Catherine, a présenté les chiffres. Le chiffre d'affaires était en hausse de 340% d'une année sur l'autre. Nous étions rentables dans 3 de nos 4 divisions. Nos réserves de trésorerie étaient solides. BNP Paribas prévoyait une valorisation pour l'introduction en bourse entre 2 milliards et 2,2 milliards d'euros. Nous avons une décision à prendre, a dit Catherine. S'introduire en bourse au deuxième trimestre, ce qui est agressif mais profite de la dynamique du marché, ou attendre le quatrième trimestre, ce qui nous laisse le temps de renforcer les chiffres de notre division entreprise. Les membres du conseil ont discuté des options. J'ai écouté, posé des questions, remis en question des hypothèses. C'était le travail que j'aimais, la réflexion stratégique, la prise de risque calculée, la construction de quelque chose qui comptait. Thomas n'avait pas dit un mot. Il était assis, figé, me regardant comme si j'étais un fantôme. Nous sommes passés à la proposition d'expansion européenne. Notre vice-président des ventes internationales a présenté le plan des bureaux à Londres, Berlin et Madrid, avec un objectif de 200 clients européens d'ici 18 mois. L'investissement est important, ai-je dit en étudiant les chiffres. 47 millions d'euros sur 2 ans. Marc, notre technologie est-elle prête pour les exigences de conformité des données de l'Union européenne? Nous travaillons sur la conformité au RGPD depuis 6 mois, a répondu notre directeur de la technologie. Nous sommes prêts. Alors je suis pour. Le conseil? 6 mains se sont levées. La motion a été adoptée. Enfin, nous avons discuté des acquisitions. 2 plus petites entreprises d'intelligence artificielle étaient en difficulté, toutes 2 avec une technologie qui complétait la nôtre. Nous pourrions les acquérir pour un total de 130 millions d'euros, a déclaré notre directrice juridique. Ou nous pourrions attendre qu'elles fassent faillite et embaucher leurs ingénieurs pour beaucoup moins cher. Quelle est la chose à faire d'un point de vue éthique? Ai-je demandé. Le silence s'est fait dans la pièce. C'était quelque chose que j'avais appris de mon mentor chez Google. Le profit comptait, mais la manière de le réaliser aussi. La chose à faire d'un point de vue éthique est de les acquérir, dit lentement Catherine. Garder leurs équipes intactes, préserver leur technologie, honorer leur vision, même si cela coûte plus cher. Alors c'est ce que nous ferons. Rédiger les offres. Soyez généreux avec les fondateurs. Ils ont construit quelque chose de précieux, même si le marché n'a pas coopéré. La réunion s'est poursuivie pendant une autre heure. Nous avons discuté des feuilles de route des produits, des menaces concurrentielles, de l'acquisition de talents. L'équipe de Thomas a présenté des mises à jour sur le nouveau modèle d'intelligence artificielle qu'il développait. C'était du solide travail, ai-je noté. Il était peut-être désastreux sur le plan personnel, mais il n'était pas incompétent. Alors que la réunion se terminait, les gens ont rassemblé leurs affaires et sont sortis. Les nouveaux cadres dirigeants se sont regroupés, clairement dépassés par leur première réunion du conseil. Thomas s'est approché de moi lentement, comme s'il marchait vers un peloton d'exécution. Mademoiselle Dubois, dit-il, la voix à peine stable. Je ne réalisais pas que j'étais la présidente directrice générale, ai-je gardé une voix neutre. La plupart des gens ne le savent pas, à moins de lire les actualités technologiques. Vous faites du bon travail, Thomas. Le lancement du nouveau modèle est en avance sur le calendrier. Merci. Il a dégluti difficilement. J'ai rencontré votre sœur, Chloé. Je sais. Elle a parlé de vous. Elle n'a jamais dit. Je veux dire, elle m'a dit que vous étiez entre 2 emplois, que vous cherchiez votre voie. J'ai souri légèrement. Chloé a sa propre version de l'histoire. Je ne la corrige pas, mais vous avez fondé cette entreprise. Vous avez construit tout ça. Avec beaucoup d'aide. Nous sommes une équipe ici. Il a semblé vouloir en dire plus, mais Marc l'a appelé pour discuter de la feuille de route du produit. Thomas m'a jeté un dernier regard, puis s'est éloigné, les épaules affaissées. Je suis retourné à mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. 15 appels manqués d'un numéro que je connaissais, le portable de Chloé. Il y avait aussi 12 messages textes. Appelle-moi maintenant. Sophie, c'est quoi ce bordel? Thomas a dit que tu es la PDG de Lumina. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maman et papa vont péter les plombs. C'est tellement embarrassant. Tu m'as fait passer pour une idiote. Comment as-tu pu me laisser parler du travail de Thomas alors que l'entreprise t'appartient? Tout le monde au dîner va penser que je suis folle.
Réponds à ton téléphone. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Appelle-moi immédiatement. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la ville. Quelque part là dehors, Chloé était en pleine crise de nerfs. Thomas reconsidérait probablement ses fiançailles. Mes parents allaient bientôt l'apprendre, si ce n'était pas déjà fait. Et je ne ressentais rien ni satisfaction, ni colère, juste une tristesse calme et lointaine. Julie a frappé à ma porte. Votre rendez-vous de 11 h est là. L'équipe de BNP Paribas. Merci. J'arrive tout de suite. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et je me suis préparé pour la réunion suivante. Il y avait du travail à faire, une introduction en bourse à planifier, une entreprise à construire, des centaines d'employés qui comptaient sur nous pour prendre les bonnes décisions. Mon téléphone a de nouveau vibré, Chloé appelant pour la 16e fois. Je l'ai éteint et je suis allé rencontrer BNP Paribas. Le reste du lundi fut un enchaînement de réunions. L'équipe de BNP Paribas était enthousiaste, presque insistante, pour accélérer notre calendrier d'introduction en bourse. Ils voyaient une fenêtre sur le marché. Les actions technologiques étaient en vogue, l'intelligence artificielle était la prochaine grande chose, et nos chiffres étaient exceptionnels. Le deuxième trimestre est agressif mais réalisable, a déclaré leur banquier principal. Votre histoire est convaincante. Fondatrice, diplômée de Polytechnique, a construit cela à partir de rien. Les investisseurs vont adorer. Je ne veux pas vendre une histoire, ai-je répondu. Je veux vendre une entreprise durable. C'est la même chose aux yeux du marché. Nous avons débattu des valorisations, du calendrier, des facteurs de risque. Quand ils sont partis à 16 h, j'avais un mal de tête qui se formait derrière les yeux. Julie est apparue à ma porte. Vous avez 17 appels de votre sœur, et votre mère a appelé la ligne principale 3 fois. Elle a dit, et je cite, « Dites à Sophie que la famille est plus importante qu'une simple réunion. » Je me suis frotté les tempes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que vous étiez en réunion avec BNP Paribas concernant notre introduction en bourse et que vous la rappelleriez dès que possible. Et sa réponse? Elle a demandé ce qu'était une introduction en bourse. Je lui ai expliqué. Puis elle est devenue silencieuse et a raccroché. J'ai presque souri. Merci, Julie. Aussi, Thomas Dubois a demandé un entretien avec vous. Il semblait en détresse. Demain. Mettez-le à 14 h. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement de Saint-Germain-des-Prés, un 3 pièces que j'avais acheté il y a 3 ans après la clôture de la série C de l'entreprise. C'était bien, mais pas ostentatoire. Le genre d'endroit qu'un professionnel qui réussit pourrait posséder, pas une présidente directrice générale sur le point d'introduire une entreprise en bourse. Je me suis versé un verre de vin et j'ai finalement rallumé mon téléphone. 43 appels manqués. 37 messages textes. 6 messages vocaux. J'ai commencé par les messages vocaux. Le premier était de Chloé, sa voix aiguë et tendue. Sophie, c'est quoi ce bordel? Thomas est rentré à la maison et a dit que tu es la PDG de son entreprise. Comment est-ce possible? Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième était de ma mère. Sophie, Chloé vient de nous dire que tu diriges une sorte d'entreprise d'informatique. Est-ce vrai? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ton père veut savoir si c'est une sorte de blague. Le troisième était encore de Chloé, en pleurs. Tu m'as laissé te présenter comme étant entre deux projets. Tu as laissé Thomas parler de son travail important. Tout le monde pense que je suis une idiote complète. Comment as-tu pu me faire ça? Le quatrième était de mon père. Sophie, ta mère et moi sommes très confus. Chloé dit que tu as beaucoup de succès, mais nous ne comprenons pas pourquoi tu nous as menti. S'il te plaît, appelle-nous et explique ce qui se passe. Le cinquième était de Thomas, sa voix soigneusement contrôlée. Mademoiselle Dubois, c'est Thomas. Je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai pu dire d'inapproprié au dîner de vendredi. Je n'avais aucune idée de votre relation avec Chloé ni de votre position dans l'entreprise. J'espère que cela n'affectera pas mon emploi. S'il vous plaît, appelez-moi. Le sixième était encore de Chloé, en colère maintenant. Tu sais quoi? C'est typique. Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu ne pouvais pas me laisser avoir cette seule chose. Il fallait que tu sois la PDG de l'entreprise de Thomas. Tu es si égoïste, Sophie. Ne prends pas la peine de me rappeler.
J'ai supprimé les 6 messages et j'ai parcouru les textes. Ils suivaient le même schéma, choc, embarras, colère, confusion. Ma mère, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais réussi? Nous sommes tes parents. Mon père, je ne comprends pas pourquoi tu cacherais ça. Nous pensions que tu avais des difficultés. Chloé, tout le monde du dîner est au courant maintenant. Le patron de Thomas l'a appelé. Ils en parlent tous. C'est la chose la plus humiliante qui me soit jamais arrivée. Et puis, enfoui parmi les messages de colère, un de Chloé envoyé à 21h47. Le patron de Thomas veut me rencontrer. Il a dit qu'il ne savait pas que la PDG était ma sœur. Il m'a appelé Madame Dubois, comme si j'étais importante grâce à toi. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui suis censée être celle qui réussit. Voilà le cœur du problème. J'étais censée être l'échec. C'était le rôle qui m'avait été assigné dans l'histoire de notre famille. Chloé était la grande sœur qui réussissait, avec un travail prestigieux et un petit ami impressionnant. J'étais la petite sœur qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Sauf que rien de tout cela n'était vrai. Et maintenant, l'histoire s'était effondrée, et tout le monde se bousculait pour en écrire une nouvelle. Je n'ai rappelé personne. Pas cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné la présentation pour la réunion de l'équipe de direction de demain. Nous avions des délais à respecter, des fonctionnalités à livrer, des clients à servir. Le drame de ma vie personnelle était exactement ça, personnel. Il n'avait pas sa place dans la salle du conseil. Mardi matin, je suis arrivé au bureau à 7 heures. La réunion de l'équipe de direction était à 8h30, suivie de mon entretien individuel avec Thomas à 14h. La réunion de l'équipe de direction s'est bien déroulée. Nous avons discuté des objectifs de recrutement, des allocations budgétaires et de la prochaine réunion générale où nous annoncerions le calendrier de l'introduction en bourse. Thomas était professionnel, a participé de manière appropriée et a évité de croiser mon regard. Après, Marc m'a prise à part. Thomas panique. Il pense que tu vas le virer. Pourquoi le virerais-je? Ses chiffres sont bons. Parce qu'il sort avec ta sœur et qu'il a apparemment dit des bêtises lors d'un dîner. Ce n'est pas un motif de licenciement. Tu devrais probablement le lui dire avant qu'il ne fasse une dépression dans les toilettes. C'est la 3e fois ce matin. J'ai soupiré. Je lui parlerai à 14h. Thomas est arrivé pour son entretien individuel pile à l'heure, l'air de ne pas avoir dormi. Il s'est assis en face de mon bureau, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Merci de me recevoir, Mademoiselle Dubois. Sophie, ça ira quand nous sommes juste nous deux. Et vous n'êtes pas virée, si c'est ce qui vous inquiète. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Merci. Je craignais que la situation avec Chloé puisse. Votre relation avec ma sœur est votre affaire. Votre performance ici est ce qui m'importe, et votre performance a été excellente. Le nouveau modèle d'intelligence artificielle est en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Vous faites exactement ce pourquoi nous vous avons embauché. J'apprécie. Mais je sens que je devrais m'excuser pour vendredi soir. Les choses que j'ai dites sur les startups, sur la concurrence. Vous ne saviez pas qui j'étais. Et honnêtement, vous n'aviez pas tort. La plupart des startups échouent. Il se trouve que la nôtre n'a pas échoué. Il s'est légèrement détendu. Chloé est très contrariée. Elle se sent gênée. Je comprends. Elle veut savoir pourquoi vous ne le lui avez jamais dit. Ni à vos parents. Il a fait une pause. Si je suis honnête, j'aimerais le savoir aussi. C'est une entreprise d'1 milliard d'euros. Vous êtes sur le point d'entrer en bourse. Comment votre famille peut-elle ne pas le savoir? J'ai réfléchi à ce que je devais partager. Thomas était mon employé, mais il sortait aussi avec ma sœur. Tout ce que je dirais lui serait probablement rapporté. Ils n'ont jamais demandé, ai-je finalement dit. J'ai essayé de leur dire au début, mais mon père changeait de sujet. Ma mère m'offrait des conseils de carrière. Chloé a décidé que j'étais un échec, et rien de ce que je disais ne pouvait la faire changer d'avis. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Mais sûrement, quand l'entreprise a grandi. Thomas, que vous dit Chloé à mon sujet? Il a bougé, mal à l'aise. Que vous cherchez votre voie. Que vous avez eu des difficultés professionnelles. Qu'elle s'inquiète pour vous. Et en 3 mois de relation avec elle, avez-vous déjà demandé mon nom?
Il a pâli. Non. Je ne l'ai pas fait. Avez-vous demandé pour quelle entreprise je travaillais? Ce que j'avais étudié? Quoi que ce soit de spécifique sur ma vie? Elle a dit que vous n'aimiez pas en parler. Elle a dit ça parce qu'elle ne veut pas entendre la réponse. Parce que si elle connaissait la vérité, elle devrait réécrire l'histoire qu'elle se raconte depuis 10 ans. Et cette histoire est importante pour elle. Thomas est resté silencieux un long moment. Elle m'a appelé ce matin. Elle est en colère que je vous ai amené sur son lieu de travail. Elle ne comprend pas pourquoi je ne lui ai pas dit que vous étiez ma présidente directrice générale. Qu'avez-vous dit? Que je ne savais pas. Que pour moi, vous n'étiez que Sophie. Une autre personne dans le bâtiment. Il s'est frotté le visage. Elle m'a accusé de vous choisir plutôt qu'elle. Et qu'avez-vous répondu à ça? Qu'elle était irrationnelle. Que vous êtes ma patronne et que je suis reconnaissant d'avoir ce travail. Que ces sentiments à votre égard ne changent pas mes obligations professionnelles. Il a croisé mon regard. Elle n'a pas aimé cette réponse. Je l'imagine. Elle veut que je démissionne. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Et allez-vous le faire? Ai-je demandé. Non, dit-il fermement. C'est la meilleure opportunité de ma carrière. J'ai quitté IBM spécifiquement pour ce poste. Il a hésité. Et je commence à voir certaines choses chez Chloé qui me préoccupent. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle est très concentrée sur le statut, sur les apparences, sur le fait d'être meilleure que les autres. Il a secoué la tête. Je pensais que c'était juste de l'ambition, mais après ce week-end, je ne sais pas. La façon dont elle parle de vous. La façon dont elle est plus contrariée d'être embarrassée que d'avoir complètement mal compris la vie de sa sœur. Ce n'est pas ce pourquoi vous aviez signé? Ouais. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. 14 étages plus bas, les gens vaquaient à leurs occupations, se rendant à des réunions, prenant un café, consultant leur téléphone. Des gens ordinaires faisant des choses ordinaires. Mon conseil, en tant que votre présidente directrice générale, ne prenez pas de décision de carrière basée sur des relations personnelles. Ce travail est bon pour vous. Restez. Et votre conseil en tant que sœur de Chloé? Je ne suis probablement pas la bonne personne à qui demander. Je me suis retourné vers lui. Mais pour ce que ça vaut, ma sœur est terrifiée d'être ordinaire. Elle a passé toute sa vie à essayer de prouver qu'elle est spéciale, importante, meilleure que tout le monde. C'est pourquoi elle a besoin que vous soyez impressionnant. C'est pourquoi elle a besoin que je sois un échec. Tout cela fait partie de l'histoire qui fait d'elle l'héroïne. Thomas a hoché la tête lentement. Que se passe-t-il maintenant? Vous continuez à faire votre travail. Je continue à faire le mien. Chloé décide si elle peut gérer la dissonance cognitive d'avoir une petite sœur qui a réussi. Je suis retourné à mon bureau. Y a-t-il autre chose de professionnel dont nous devons discuter? Non. Merci, Sophie. Après son départ, j'ai finalement appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Sophie. Salut, maman. Tu as des explications à nous donner, jeune fille. J'ai presque ri d'être appelée, jeune fille, alors que j'avais 30 ans et que j'étais sur le point d'introduire une entreprise en bourse. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Pour commencer, pourquoi ton père et moi avons dû apprendre par Chloé que tu es apparemment une sorte de cadre dirigeant à la tête d'une entreprise d'1 milliard d'euros. Je suis la présidente directrice générale et la fondatrice. Nous sommes valorisés à environ 2,2 milliards d'euros, en attente de notre introduction en bourse. Silence. Puis, ton père veut te parler. Attends. Des bruits étouffés du téléphone qui passent de main en main. Sophie? C'est ton père. Salut, papa. Ta mère et moi sommes très confus. Nous pensions que tu travaillais sur une petite start-up, une sorte de projet informatique. C'était une petite start-up il y a 7 ans. Nous avons grandi. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé. Tu m'as demandé une fois ce que je faisais, et j'ai dit que j'avais fondé une entreprise d'intelligence artificielle. Tu as dit, c'est bien, et tu m'as demandé si j'avais vu tes clubs de golf. Je ne me souviens pas de ça. Moi si. C'était à Noël il y a 4 ans. J'ai essayé d'expliquer que nous venions de clôturer une levée de fonds de 50 millions d'euros. Tu m'as interrompu pour me parler de la promotion de Chloé au travail.
Nouveau silence. Sophie, nous sommes tes parents. Nous aurions dû le savoir. Auriez-vous dû? Quand est-ce que tu m'as posé pour la dernière fois une question spécifique sur mon travail? Ma vie? Quelque chose de plus que comment ça va? Nous demandons de tes nouvelles tout le temps. Vous demandez de mes nouvelles à Chloé. Vous demandez si j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Vous demandez quand je trouverai un vrai travail. Mais vous ne m'avez jamais vraiment demandé ce que je fais. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. Le téléphone a de nouveau changé de main. Sophie, nous essayons de comprendre. Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas caché, maman. J'ai juste arrêté d'essayer de vous forcer à le voir. Vous avez décidé qui j'étais il y a 10 ans, et rien de ce que je disais ne pouvait vous faire changer d'avis. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que tu m'as présenté à quelqu'un pour la dernière fois sans t'excuser pour moi d'abord? Sans dire que je cherchais encore ma voie ou que je traversais une phase? Nous essayons de te soutenir. Vraiment? Ou est-ce que vous essayez de maintenir l'histoire où Chloé est celle qui réussit et moi celle qui a des difficultés? L'histoire avait du sens pour vous. C'était confortable. La voix de ma mère est devenue glaciale. Tu es très cruel en ce moment. Je suis honnête. Il y a une différence. Chloé est dévastée. Elle dit que tu l'as humiliée devant les collègues de Thomas. J'étais assise à un dîner à écouter Thomas parler de son travail dans une entreprise que j'ai fondée, pendant que Chloé me présentait comme étant entre deux projets. Comment, exactement, les jeux humiliés? Tu aurais dû lui dire qui tu étais. Elle n'a jamais demandé. En 30 ans, maman, elle ne m'a jamais posé une seule question sincère sur ma vie. Elle a décidé que j'étais un échec, et elle avait besoin que je le reste pour pouvoir se sentir supérieure. C'est une chose horrible à dire sur ta sœur. C'est la vérité. Et vous l'avez encouragée. Vous deux. Vous l'avez félicité pour avoir obtenu un poste de cadre intermédiaire dans une banque régionale pendant que je levais 90 millions d'euros en capital risque. Vous vous êtes vanté de son salaire de 75 000 euros pendant que je refusais des offres d'acquisition de 350 millions d'euros. Vous avez cru à son histoire parce que c'était plus facile que de me voir. J'ai entendu à nouveau la voix de mon père, étouffée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous avons échoué avec elle, a dit ma mère, et sa voix s'est brisée. Que nous n'avons pas vu qui elle était vraiment. Parce que vous ne vouliez pas, ai-je dit doucement. C'était plus facile d'avoir une fille qui réussit et une fille en difficulté. C'était une histoire plus simple. Sophie, ma mère pleurait maintenant. Nous ne voulions pas. Nous pensions. Je sais. Mais l'intention n'efface pas l'impact. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, maman. C'est à vous de décider. J'ai mis fin à l'appel et je suis restée assise dans le silence de mon bureau. À travers les parois vitrées, je pouvais voir mon équipe travailler. Des ingénieurs déboguant du code. Des chefs de produits en pleine discussion. Des commerciaux au téléphone avec des clients. Ces gens savaient qui j'étais. Ils me voyaient clairement. Ma famille ne l'avait jamais fait. Julie a frappé. Votre rendez-vous de 15 heures est là. L'interview de Madine sur l'annonce de l'introduction en bourse. Donne-moi 5 minutes. J'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé un brouillon sur lequel je travaillais depuis des semaines, un message à toute notre entreprise sur l'introduction en bourse, sur ce que nous avions construit ensemble, sur le chemin à parcourir. J'ai ajouté un nouveau paragraphe. Beaucoup d'entre vous savent que je suis une personne privée. Je ne fais pas beaucoup de presse. Je ne partage pas de détails de ma vie en dehors de ces murs. C'est parce que cette entreprise est construite sur le fond, pas sur des histoires. Sur les résultats, pas sur la réputation. Sur le travail que nous accomplissons ensemble, pas sur qui nous sommes individuellement. Mais je veux que vous sachiez ceci, chaque personne dans cette entreprise compte. Non pas à cause de votre titre ou de votre salaire ou de l'impression que vous donnez lors d'un dîner, mais à cause du travail que vous faites, des problèmes que vous résolvez, de la valeur que vous créez. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petit pour avoir choisi le fond plutôt que la forme. Je l'ai envoyé aux 847 employés. Puis j'ai ajusté ma veste, vérifié mon reflet dans la fenêtre, et je suis allé parler à Madine de l'introduction en bourse d'une entreprise de 2,2 milliards d'euros. L'interview a duré 1 heure. La journaliste était perspicace, posant des questions sur nos avantages concurrentiels,
notre chemin vers la rentabilité, notre vision pour l'avenir de l'intelligence artificielle d'entreprise. Elle a demandé si c'était difficile d'être une femme présidente directrice générale dans une industrie dominée par les hommes. C'est difficile d'être n'importe quel président directeur général, ai-je dit. Le fait d'être une femme n'est qu'une variable de plus à gérer. Avez-vous des conseils pour les femmes dans la tech qui font face au scepticisme ou au mépris? J'ai pensé à Chloé, à mes parents, à tous les dîners où j'avais été présenté comme la déception. Continuez à construire, ai-je dit. Laissez votre travail parler plus fort que les doutes de quiconque. Et souvenez-vous que leur incapacité à vous voir est leur limite, pas la vôtre. L'article a été mis en ligne mercredi matin. À midi, il avait 50 000 partages. Mon téléphone, que j'avais gardé éteint depuis mardi, affichait 127 appels manqués quand je l'ai finalement rallumé mercredi soir. La plupart provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas, des journalistes, probablement, ou des recruteurs, ou des gens qui venaient de découvrir que nous étions connectés sur LinkedIn. Mais 15 venaient de Chloé. J'ai écouté le dernier message vocal. Sa voix était différente maintenant. Plus faible. Sophie? J'ai lu l'article de Madine. J'ai vu les photos de toi au bureau. Je ne savais pas. Je veux dire, je savais que tu étais intelligente, mais je ne comprenais pas. Une longue pause. Thomas a rompu avec moi. Il a dit que je ne vois pas vraiment les gens, que je ne vois que des symboles de statut. Il a dit que je t'avais traité comme un symbole de statut aussi. Un symbole négatif, mais quand même. Elle a ri, mais ça sonnait faux. Je ne sais pas quoi faire de ça. De tout ça. Autre pause. Maman et papa paniquent. Ils n'arrêtent pas de demander comment ils ont pu ne pas savoir. Et j'ai réalisé que je ne savais pas non plus. Parce que je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais voulu savoir. Sa voix est tombée à un murmure. Je suis désolé, Sophie. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour toi, mais je suis désolé. J'ai gardé le message vocal mais je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. Jeudi, nous avons tenu la réunion générale pour annoncer l'introduction en bourse. 847 employés se sont entassés dans notre plus grande salle de conférence et les espaces supplémentaires. Je me suis tenu sur la petite scène et je leur ai raconté ce que nous avions construit ensemble. Il y a 7 ans, nous étions 3 personnes dans un garage. Aujourd'hui, nous entrons en bourse. Mais le chiffre n'a pas d'importance. Ni la valorisation, ni le cours de l'action, rien de tout ça. Ce qui compte, c'est que nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose qui résout de vrais problèmes pour de vraies personnes. Et nous l'avons fait ensemble. Les applaudissements ont été assourdissants. Après, Thomas s'est approché de moi. C'était un bon discours. Merci. Comment vas-tu? Mieux. J'ai parlé à mon thérapeute de la situation avec Chloé. Apparemment, j'ai des schémas à travailler. Il a souri avec ironie. Mais je suis reconnaissant pour ce travail, pour la clarté qu'il m'a apportée sur ce qui compte. Je suis contente que tu restes. Moi aussi. Vendredi après-midi, j'ai finalement appelé Chloé. Sophie? Dit-elle, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. J'ai reçu ton message vocal. Les 15? Juste le dernier. Silence. Puis, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Au genre de sœur que j'ai été. Au genre de personne. Sa voix a vacillé. Thomas avait raison. Je ne vois pas les gens. Je vois des catégories. Le statut. Où les gens se situent dans la hiérarchie que j'ai construite dans ma tête. Je sais. Tu étais censée être celle qui a des difficultés. Celle qui me mettait en valeur par comparaison. Et quand ça s'est avéré complètement faux, je n'ai pas su comment le gérer. Chloé, laisse-moi finir. S'il te plaît. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai passé toute cette semaine à être en colère contre toi pour m'avoir embarrassé, pour ne pas m'avoir dit, pour m'avoir laissé passer pour une idiote. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui me suis ridiculisé en ne me souciant jamais assez de te connaître vraiment. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de la ville. J'ai lu tous les articles sur toi que j'ai pu trouver, a poursuivi Chloé. Challenge, Madine, le portrait des échos de l'année dernière. Et je n'arrêtais pas de penser, c'est ma sœur, ma petite sœur, et je ne la connais pas du tout. Non,
ai-je dit doucement. Tu ne me connais pas, est-ce que je peux? Sa voix était si faible. Est-ce que je peux apprendre à te connaître? La vraie toi. Je ne sais pas, Chloé. Peux-tu le supporter si la vraie moi ne rentre pas dans ta hiérarchie? Si je ne te mets pas en valeur par comparaison? C'est juste. C'est plus que juste. Elle a ri tristement. Mon Dieu, je suis un tel désastre. Thomas est parti. Maman et papa traversent une sorte de crise sur leur parentalité. Et je réalise que j'ai construit toute mon identité sur le fait d'être meilleur que toi. Et maintenant, c'est parti. Et je ne sais pas qui je suis. C'est peut-être une bonne chose. Peut-être. La vérité, c'est que je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça en premier. Je suis fier de toi et impressionné et un peu en admiration. Tu as construit quelque chose d'incroyable, et tu l'as fait pendant que nous te méprisions tous. Ça demande. Je ne peux même pas imaginer à quel point tu as dû être forte. Des larmes me sont montées aux yeux. Merci. Est-ce que tu prendras un café avec moi un de ces jours? Quand tu ne seras pas occupé à conquérir le monde? J'aimerais bien. Vraiment? Vraiment. Mais Chloé, si nous faisons ça, si nous essayons de construire une vraie relation, ça doit être réel. Pas de spectacle, pas de jeu de statut. Juste deux sœurs qui essaient de se connaître vraiment. Je peux essayer. Je veux essayer. Alors essayons. Nous avons fixé une date pour le mardi suivant. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de mon bureau et je me suis laissé pleurer pour les années d'invisibilité, pour la sœur que je n'avais jamais vraiment eue, pour la possibilité que peut-être, enfin, nous pouvions recommencer. Lundi matin, les documents pour l'introduction en bourse ont été déposés. Mercredi, nous avions fixé une date, le 15 juin. Vendredi, BNP Paribas prévoyait que nous ouvririons à 2,4 milliards d'euros. Rien de tout cela ne me semblait aussi important que le café que j'ai pris avec Chloé ce mardi-là. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de Montmartre, loin de nos deux bureaux. Elle était déjà là quand je suis arrivé, l'air nerveuse et fatiguée et plus réel que je ne l'avais jamais vue. « Salut », dit-elle. « Salut. Nous avons commandé un café. » Pendant un instant, nous sommes restés assises là, deux étrangères qui partageaient par hasard un ADN et une enfance. « Je ne sais pas par où commencer », a finalement dit Chloé. « Parle-moi de ton travail. Ton vrai travail, pas la version qui en jette. Qu'est-ce que tu fais tous les jours ?» Elle a cligné des yeux, surprise. « Je gère une équipe de 5 personnes dans le crédit commercial. Nous traitons les demandes de prêts pour les petites entreprises. Honnêtement, c'est un peu ennuyeux, mais je suis doué pour ça. Ça semble utile. Les petites entreprises ont besoin de financement. C'est utile. Mais ce n'est pas je ne suis pas vice-présidente. Je ne change pas le monde. Je fais juste un travail. La plupart des gens font juste un travail. Il n'y a pas de honte à ça. Je sais. Mais j'ai passé tellement de temps à prétendre que c'était plus que ça. À prétendre que j'étais plus que ça. Elle a croisé mon regard. Parce que j'avais peur que si je n'étais pas plus, je n'étais rien. Tu n'es pas rien, Chloé. Tu ne l'as jamais été. Alors pourquoi avais-je besoin que tu sois moins? Pourquoi avais-je besoin que tu échoues? Parce que tu as appris que l'amour est conditionnel. Que l'approbation de nos parents dépend de la réussite. Que tu dois gagner ta place dans la hiérarchie familiale. J'ai remué mon café. Nous avons toutes les deux appris ça. J'ai juste réagi différemment. Comment? Comment as-tu continué à construire quand tout le monde autour de toi disait que tu échouerais? J'ai trouvé des gens qui me voyaient. Mes cofondateurs, nos premiers investisseurs, l'équipe que nous avons bâtie. Ils me voyaient clairement, alors le fait que vous ne me voyiez pas importait moins. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je veux te voir clairement. Je veux être quelqu'un qui voit les gens clairement. Alors commence par te voir clairement toi-même. Pas la version que tu penses devoir être. La personne que tu es vraiment. Nous avons parlé pendant 2 heures, de son vrai travail et de mon vrai travail, de sa rupture avec Thomas et de ce qu'elle en avait appris, de nos parents et de la manière dont ils nous avaient manqué à toutes les deux, de la possibilité de quelque chose de différent. En partant, Chloé m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, pas la performance du baiser dans le vide d'avant. Merci, a-t-elle murmuré.
De m'avoir donné une chance. Merci d'en avoir demandé une. Le 15 juin est arrivé, chaud et clair. Je me tenais sur le parquet d'Euronext Paris avec mes cofondateurs, Marc et Catherine, regardant le cours de notre action grimper. Nous avons ouvert à 50 € par action, valorisant l'entreprise à 2,5 milliards d'euros. Mes parents étaient là, l'air fiers et confus, essayant désespérément de comprendre la fille qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. Chloé était là aussi, debout sur le côté, applaudissant quand la cloche a sonné, prenant des photos pour son Instagram avec la légende « Ma sœur est une bosse ». Sans qualificatif, sans explication. Juste la vérité. Après la cérémonie, alors que nous célébrions avec du champagne et des félicitations, Chloé m'a prise à part. Je sais que c'est ta journée, ton moment. Mais je voulais te dire que j'ai commencé une thérapie. Pour travailler sur le truc du statut, de la comparaison. Tout ça. Je suis fier de toi pour ça. Et je suis fier de toi pour ça. Elle a fait un geste vers la célébration autour de nous. Pour tout ça. Pour avoir construit quelque chose de réel pendant que j'étais occupé à construire quelque chose de faux. Ta vie n'est pas fausse, Chloé. Elle se cachait juste derrière une histoire. Eh bien, j'en ai fini avec cette histoire. J'en veux une vraie. Elle a souri, et c'était sincère. En commençant par avoir une sœur qui me connaît vraiment et que je connais vraiment. J'aimerais bien ça. Nous sommes restés ensemble à regarder le téléscripteur boursier. Deux sœurs, se voyant enfin clairement. L'entreprise a continué de croître. Nous nous sommes étendus en Europe, avons acquis ces 2 startups, lancé 3 nouveaux produits. À la fin de l'année, nous employions plus d'1 millier de personnes. Mais la chose dont j'étais la plus fière n'était pas le cours de l'action, ni le chiffre d'affaires, ni les récompenses. C'était les cafés avec Chloé chaque mardi. Les appels téléphoniques avec mes parents où ils posaient de vraies questions et écoutaient de vraies réponses. Le travail lent et difficile de construire de vraies relations au lieu de relations de façade. Thomas est resté dans l'entreprise et est devenu l'un de nos meilleurs cadres. Il a commencé à sortir avec quelqu'un de notre service juridique, quelqu'un qui le voyait clairement et qui aimait ce qu'elle voyait. Moi, j'ai continué à construire, à diriger, à choisir le fond plutôt que la forme. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ce que nous pouvons faire. Construire quelque chose de réel. Voir les gens clairement. Se laisser voir. Le reste n'est que du bruit.